à tous, bienvenue à ce webinaire sur le cahier, j'espère que vous m'entendez bien, sur le cahier grand oral, objectif grand oral, qui est paru au mois d'août. Adeline André, qui est l'auteur du cahier, est avec nous pour le présenter. Avant de lui passer la parole, je vous informe que donc ce webinaire est enregistré et le replay vous sera envoyé par mail dans quelques jours. C'est un usage, c'est pour vous, c'est pour pouvoir mettre la conférence à disposition si vous le souhaitez, et ça reste à un usage en tout cas interne ou qui est lié aux participants. Voilà, il est 29 et donc à 30, je vais donner la parole à Adeline. Merci beaucoup à tous d'être aujourd'hui connectés pour cette présentation. Ça nous montre l'intérêt que vous avez pour ce cahier, ça nous fait très plaisir. Et voilà, j'espère que la présentation vous apportera beaucoup de réponses. Donc Adeline André va vous présenter le cahier dans une première partie, et ensuite, dans une deuxième partie, vous pourrez poser des questions. Alors soit via la conversation, soit vous pouvez, je crois que il y a une petite option pour lever la main. Donc vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole à tour de rôle. Voilà. Eh bien, je laisse la parole à... Ah, il y a déjà une question. Je laisse la parole à Adeline André et je vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Adeline, la parole. Bonjour à tous, je suis très contente de partager ce moment avec vous et de pouvoir interagir avec vous autour de cet outil qui a pour objectif d'accompagner au mieux les élèves dans la préparation de cette nouvelle épreuve, mais aussi d'accompagner les collègues qui eux-mêmes vont accompagner les élèves. Voilà. Donc on sait que lorsqu'il y a des nouvelles épreuves qui arrivent, un des objectifs, c'est bien évidemment d'en cerner les contours pour pouvoir au mieux proposer des stratégies et des outils pour accompagner les élèves. Alors, j'espère que vous m'entendez. J'entends certains commentaires disant que vous n'entendez pas. Alors, je poursuis. L'idée, c'était de vous présenter rapidement le sommaire du cahier, peut-être que vous le connaissez déjà, et puis ensuite de passer en revue quelques thèmes. Je voulais présenter la manière dont on peut utiliser ce cahier. Ensuite, je voulais reparler des outils qui sont proposés à l'intérieur et qui permettent aux élèves de porter une analyse réflexive sur ce qu'ils font et de construire des pistes de progrès. Et parce que l'objectif, c'est bien évidemment qu'ils progressent tout au long de l'année pour être prêts au maximum le jour de l'épreuve. Et puis, je voulais aussi parler d'une phase qui me semble très importante, qui est la préparation des questions du jury. Voilà. Alors, si on prend le sommaire, donc vous l'avez ici présenté. Alors, moi, j'ai ma version papier, du coup, peut-être plus lisible pour moi. Donc, la première partie consistait bien sûr à connaître l'épreuve. Donc, c'est une traduction des textes officiels. Nous avons fait le choix de ne pas mettre les textes officiels, mais de mettre une déclinaison un petit peu plus accessible pour des élèves. Et ce qui va être très important, c'est de s'approprier ces textes et de se projeter dans cette épreuve. Donc, c'est ce que l'on propose dans cette première partie. La deuxième partie, qui est donc la partie avec les titres roses, consiste à interroger les techniques de l'art oratoire. Parmi toutes les compétences d'oral, l'épreuve du grand oral ne va solliciter que certaines compétences, parce qu'évidemment, utiliser l'oral, ça peut être utiliser l'oral pour construire sa pensée, utiliser l'oral pour réfléchir. Bon, c'est pas ce qui est mis en avant dans cette épreuve. Donc, c'est vraiment un art oratoire un peu particulier, avec une prise de parole en continu, debout, sans interruption, pendant un temps de 5 minutes. Alors qui, je pense, au début paraîtra long aux élèves et puis petit à petit de moins en moins long. Et donc, dans cette partie, c'est un résumé des principales techniques pour parler en public, mais de manière, je dirais,
un peu efficace. Évidemment, on peut trouver des ouvrages qui, sur cette partie-là, voilà, proposent des techniques sur 150 pages. Là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de concentré et d'opérationnel pour les élèves, avec toujours une mise en situation des élèves et toujours cette idée de « je me suis mise en situation, quel regard je peux porter sur ce que j'ai fait ». Alors, les deux parties d'après, c'est la préparation des questions, donc question 1 et question 2. Vous savez que ces questions, elles peuvent porter sur une des spécialités ou sur les deux, ou sur l'enseignement technologique, et que elle porte sur l'ensemble du programme du cycle terminal, c'est-à-dire les programmes de première et terminale. Et ça, c'est quelque chose d'important hein, pour les élèves. Donc, on trouve quelque chose d'assez classique en termes de déroulé, c'est-à-dire tout d'abord comment construire sa question, mais avec l'idée de dire la question, même si on la formule d'une certaine façon au début du travail, la formulation va évoluer au cours de son travail. Hein. Donc, si vous prenez par exemple la page 15, allons à la page 15 tous ensemble. Voilà, donc dans la page 15, merci. En fait, sur voilà, la fiche 9, il y a tout un travail en fait hein, de construction de cette question. Et puis à la fin, juste avant l'épreuve, on va dire, on se dit finalement, quelle est la formulation finale que l'on conserve pour l'épreuve. Hein, donc il y a vraiment ce concept de construction et de maturation au cours du projet. Il y a ensuite la recherche des arguments et là, nous avons de manière délibérée, il y a des bruits de fond, je ne sais pas si vous les entendez aussi. Si les gens peuvent couper leur micro, ce serait plus confortable, je pense. Merci. Alors là, nous avons de manière délibérée laissé pas mal de place pour ces arguments en spécifiant les sources possibles des arguments. On sait qu'aujourd'hui, les élèves ont tendance à aller assez facilement sur Internet, et en même temps, je dirais, nous aussi. Mais c'était une façon de leur rappeler qu'on peut aller chercher des informations et qu'on doit aller chercher des informations ailleurs. Donc, bien évidemment, dans les manuels scolaires qui sont riches de plein de choses, dans d'autres types d'ouvrages, au CDI ou à la bibliothèque, et que aussi il était possible d'avoir des arguments issus d'autres démarches. Et ça, c'est très important. Alors, moi, je suis issue du champ des sciences. En sciences, on peut très bien imaginer mener une expérience, réaliser des modèles. Mais dans d'autres disciplines, on peut très bien aussi imaginer que les élèves vont mener des enquêtes, voilà, avoir des démarches autres ou rencontrer des professionnels. Ou, voilà, tout est possible en tout cas. Ensuite, le travail de synthèse des arguments. Et enfin, la construction de l'introduction et de la conclusion. Hein, c'est de manière tout à fait volontaire que l'introduction se place après, parce que d'un point de vue intellectuel, en fait, on construit une bonne introduction une fois que son argumentation est complétée. Voilà, alors il y a la même chose pour la question 2. Puis, il y a la partie sur la présentation du projet d'orientation. Et là, c'est quelque chose qu'on a mis un peu, peut-être c'est en filigrane, mais ce qui est très important, c'est de comprendre que l'objectif, c'est qu'un jeune en construction puisse exprimer la manière dont il a construit son projet d'orientation et la manière dont il a fait ses choix dans Parcoursup. C'est-à-dire les questions qu'il s'est posées, les doutes qu'il a eus, les démarches qu'il a menées pour construire ce projet. On n'attend absolument pas quelque chose de lisse, de stéréotypé, pas du tout. Au contraire, on attend quelque chose de complètement incarné par la personne qui va exprimer son cheminement intellectuel et les actions qu'il a menées pour enrichir ce cheminement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la dernière partie, eh bien, c'est la partie d'entraînement avec, donc à partir de la fiche 36, donc c'est la page 44, tout d'abord, un travail d'appropriation des discours, presque de mémorisation. Alors évidemment, là, on a laissé les possibilités ouvertes pour que chacun s'approprie à sa manière ses discours. En même temps, on sait que beaucoup d'élèves sont assez stressés par ce genre d'épreuves et plus le travail en amont aura été régulier, sérieux et répété, plus l'automatisation sera présente et plus le jour de l'épreuve, les choses seront faciles. Ce qui est très important, ça va être les fiches 38, ça je vais en reparler. Voilà, donc là, on a passé en revue à peu près les grands axes de ce cahier. Ce qu'on a voulu, enfin ce que moi j'ai voulu, c'est vraiment un cahier qui soit un cahier de bord, un carnet de bord, un outil que l'élève va
complètement investir, dans lequel il va écrire, dans lequel il va pouvoir placer des notes, dans lequel il va pouvoir imprimer des choses, les coller, etc. Donc vraiment un suivi de l'ensemble qui va lui permettre de créer sa cohérence sur cette épreuve. Et on voit que cette épreuve, elle est assez exigeante parce qu'elle va mobiliser de très nombreuses compétences qui vont pouvoir être construites avec plein d'acteurs différents et plein de professeurs différents. Et du coup, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'en fait, l'élève se disperse trop et manque la cohérence de ce projet. Et vraiment, ce carnet, son objectif, c'est d'avoir tout au même endroit et de rendre visible cette cohérence pour chaque individu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, ce carnet? Donc moi, j'avais envisagé 2 utilisations possibles, mais j'imagine que vous êtes très inventif et qu'on peut en imaginer plein d'autres. La première façon, c'était en équipe. Voilà, on considère que c'est un outil qui peut être intéressant pour les élèves. Donc, soit l'établissement peut l'acheter pour les élèves, soit on demande aux élèves de l'acquérir. C'est vrai qu'il a un prix modeste et donc on peut penser que ce n'est pas un obstacle. Et si pour certains élèves c'est un obstacle, ben, on pourra envisager avec l'établissement des aides pour ces élèves-là. Et après, en équipe pédagogique, l'idée, ça va être de se répartir qui fait quoi. Donc, si on se dit… Ça va, vous entendez comme moi les petits bip bip là? Ouais, merci. Donc, si on se dit que l'objectif, c'est finalement d'aider les élèves à couvrir toutes les fiches, on peut, en équipe pédagogique, se répartir les fiches et se dire qui va prendre en charge les premiers avis, le fait de se projeter dans l'épreuve, qui va prendre en charge la formation sur l'art oratoire, qui prend en charge telle ou telle partie. Par exemple, pour les questions, évidemment, on voit bien que c'est les professeurs qui sont les professeurs de ces disciplines qui vont être appliquées. Pour le parcours de projet d'orientation, on peut penser aux professeurs principaux. Alors, selon les établissements, je sais qu'il y a des professeurs principaux ou des professeurs référents. En tout cas, le professeur qui est le référent de cet élève pour le suivi de Parcoursup. Et puis, une fois qu'on s'est réparti les fiches, ce qui serait bien aussi, enfin, il me semble, on en a discuté avec certains collègues, ce serait d'avoir une notion de référent grand oral. Et ce professeur référent grand oral pourrait, de manière régulière, faire le point avec les élèves sur quelles sont les fiches qui ont été avancées, quelles sont celles qui manquent, etc. Et faire, encore une fois, la cohérence de ce projet. Donc, ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, si on décide de ne pas faire acquérir de manière systématique ce carnet aux élèves, c'est peut-être de le conseiller à certains élèves qui pourraient paraître un peu en difficulté sur cette épreuve parce que ayant du mal à capter justement ce côté global. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut être une deuxième utilisation possible, moins globale. Alors, sur les outils qui sont à l'intérieur de ce carnet, je voulais en présenter quelques-uns. Alors, moi, j'ai le souci toujours d'investir les élèves dans ce qu'ils font, de les aider à essayer d'estimer où est-ce qu'ils en sont par rapport à ce qui est attendu et de les aider à construire des pistes que j'appelle des pistes de progrès pour que l'élève puisse savoir ce qu'il doit faire pour progresser. Et donc, il y a de très nombreux outils tout au long de ce carnet qui demandent à l'élève, voilà, comment tu t'es senti, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as préféré, comment tu te projettes pour la suite, etc., etc. Donc, par exemple, voilà, dans la fiche numéro 3, c'est donc le début sur se projeter dans l'épreuve. Il me semble vraiment très important en début que les élèves puissent exprimer leurs craintes. Et puis peut-être aussi les points sur lesquels ils se sentent un peu sûrs d'eux. Voilà. Oh, moi, à l'oral, ça va toujours, je vais bien m'en sortir. Oui, mais encore faut-il avoir quelque chose à dire. Moi, à l'oral, je suis très timide et vraiment parler devant des gens, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, parce que ça s'apprend. Et c'est justement le propos de cette épreuve, c'est de dire, dans le monde professionnel aujourd'hui, c'est fondamental de savoir parler à l'oral. Et donc, si c'est fondamental, ça veut dire qu'il faut qu'à l'école, on apprenne à nos élèves à le faire correctement. Donc, cette première fiche, là, la fiche numéro 3, elle est vraiment très, très importante pour prendre en compte les ressentis des élèves parce que si vraiment ils ont des ressentis négatifs assez forts, il va falloir les aider à les surmonter. Et en fait, on surmonte ces éléments-là en s'entraînant, en travaillant, en ayant des techniques efficaces. Voilà, et c'est donc ce qui est proposé dans les pages d'après.
si on prend la fiche numéro 5, c'est exactement l'objectif de cette fiche aussi. C'est de dire, ben, allons-y, faisons un essai sur un sujet, peu importe lequel, et on va essayer de prendre la parole en continu pendant 1 minute. Donc 1 minute, ça passe assez vite. Et sur cette minute-là, eh ben, on va commencer à se poser les questions et à passer en revue les points importants liés à l'art oratoire debout, en continu. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment l'élève qui est amené à se dire, bah, ça, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je sais? Est-ce que j'ai conscience de comment je me tiens, ce que je fais de mes mains, ce que je fais de mes pieds? Et en fait, très souvent, on se rend compte qu'on ne sait pas du tout ce qu'on en fait et qu'on a besoin de personnes extérieures et que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de ces tics. Bon, finalement, c'est pas grave d'avoir des tics, hein, ça fait aussi partie du charme des différents orateurs, je dirais. Mais il y a certains tics qui sont des tics de stress et donc c'est important que les élèves les reconnaissent pour apprendre à les éviter. Voilà, typiquement, mettre sa main devant sa bouche ou bien faire des allers-retours avec les pieds ou voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est la fiche 8. Alors, si on continue dans… Bon, il y en a un peu plein partout, hein, parce que c'est vraiment l'objectif de cet outil. Mais si on prend voilà, la fiche numéro 8, ça, c'est quelque chose de très important qui fait écho à la fiche numéro 7, hein, qui est avant, parce que la fiche numéro 7, c'est donc des analyses de vidéos de discours. Alors moi, je suis une grande fan de Michelle Obama, donc c'était intéressant de travailler sur ces discours-là, mais on peut travailler avec plein d'autres vidéos, hein. C'est d'ailleurs ce que je suggère aux élèves, hein, c'est de trouver des gens qu'ils apprécient et qu'ils aiment écouter et d'essayer d'un peu décortiquer la manière dont ils mènent leur discours. Mais la fiche numéro 8, c'est vraiment voilà, la grille d'analyse de son auto-vidéo. Alors, ça peut être un moment un peu difficile parce que la première fois qu'on fait ça et qu'on se regarde à l'écran, souvent on n'a pas envie. En plus, bon, ils sont encore dans un âge post-adolescent, pré-adulte, mais où l'image de soi peut être un peu délicate. Donc, pour mener cette analyse auto-vidéo, il faut vraiment le faire avec beaucoup de précautions, permettre à l'apprenant de le faire tout seul, chez lui, en plusieurs étapes. Mais c'est vraiment une partie essentielle. Donc, une fois que l'élève a compris que c'était essentiel, il faut trouver avec lui les stratégies qui vont lui permettre de mener ce travail sans être mis en difficulté dans son image de lui-même. Et sur ce point-là aussi, la dernière page dont je voudrais vous parler, c'est la fiche 38. Parce que ça, en fait, c'est les entraînements à l'oral. Donc, on peut parler d'oral blanc, mais pas que. En fait, c'est vraiment les entraînements réguliers. Et ce qu'on a voulu signifier dans cette double page, c'est qu'il ne suffit pas de répéter une fois pour être performant. Il faut répéter de très nombreuses fois et il faut avoir cette préoccupation d'amélioration continue. Voilà, je fais une fois, je me pose et je me demande, dans ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de changer au regard de tous les apports qu'on m'a fait avant. Et puis, je recommence en prenant en compte ce que j'avais envie de changer et je me demande, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, et la prochaine fois, qu'est-ce que je veux encore changer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment 2 pages qui sont très, très importantes, mais qui ne sont pas juste là pour s'entraîner, elles sont là pour suivre les progrès. Et ça, c'est fondamental. Alors, dernier point que je voulais aborder, c'est la préparation des questions du jury. Parce que dans cette épreuve, il y a donc 3 étapes. La première étape, qui est le moment où le candidat va avoir ses 5 minutes debout, sans notes, avec une prise de parole en continu devant le jury sur une de ces 2 questions. Il y a à la fin les 5 minutes qui sont concentrées autour du projet d'orientation. Et entre les deux, il y a 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est quand même la moitié des 20 minutes. Il y a 10 minutes qui sont consacrées aux échanges avec le jury, à des questions-réponses. Et il ne faudrait pas sous-estimer l'importance de cette partie et l'importance de préparer cette partie. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer des outils qui allaient aider les élèves à préparer. Alors, ces outils, ils sont de 2 types. Donc là, vous en avez un qui est donc la fiche 30. Donc là, c'est la fiche 30, c'est pour la question 2, et l'équivalent, c'est la fiche 18 pour la question 1. C'est donc un lexique
on a proposé là aux élèves, attendez, j'ouvre page 30, de recenser en fait les mots-clés importants de leur sujet et de mettre les définitions. Alors les mots-clés, les idées importantes, bon, ça peut être tout élément dont on a vraiment besoin de maîtriser le contenu de manière très solide, et on met la définition qui est à côté. Alors ça, c'est des techniques qu'on appelle les techniques de testing, c'est-à-dire le fait d'associer des questions et des réponses et d'utiliser ces tableaux questions-réponses pour apprendre. Donc, on sait par l'apport des sciences cognitives que c'est une façon très efficace de mémoriser et de mémoriser à long terme si on utilise cet outil de manière répétée. Et alors, ça s'utilise d'une manière très simple, en fait. L'apprenant, bien évidemment, doit remplir ce document. Et une fois qu'il est rempli, il cache la colonne des définitions. Il voit donc la colonne des mots-clés. Il prend un mot-clé et se questionne sur ce que veut dire ce mot-clé. Dans sa tête ou à l'écrit, il propose une réponse. Il va ensuite comparer la réponse qu'il a produite avec la définition qu'il avait indiquée sur son cahier. Et là, il faut qu'il décide si la réponse qu'il a produite est la même que ce qu'il avait écrit. Dans ces cas-là, dans la colonne suivie de l'apprentissage, il va mettre un plus. Et si la réponse qu'il a produite est différente, eh bien, il va mettre un moins. Et en fait, il doit faire ça plusieurs fois. Quelquefois, il va pouvoir réguler son apprentissage. S'il a plusieurs plus, admettons 3 plus, on peut considérer que cette connaissance est assez bien maîtrisée. Alors évidemment, petit détail, l'apprenant se pose cette question plusieurs fois, et quand on dit plusieurs fois, c'est généralement entre les fois, il faut qu'il y ait quelques nuits. Voilà, la nuit est très importante pour l'apprentissage, vous le savez, puisque c'est un moment de consolidation des réseaux de connaissances dans le cerveau. Donc voilà, et puis dans l'idéal, il faut se poser les questions de manière rapprochée dans le temps, à quelques jours, puis après laisser une semaine. Mais donc, une fois qu'on a fait ça, on peut réguler. Alors, si on a 3 plus, on peut considérer que c'est quelque chose que l'on connaît et on peut moins se poser la question. Si on a 3 moins, ça veut dire que c'est une connaissance que l'on a du mal à mémoriser, qu'on n'arrive pas à mémoriser parce qu'il y a un blocage de compréhension et que cette absence de compréhension fine fait obstacle à la mémorisation. Et donc là, il faut retourner voir un professeur, des manuels, des ouvrages, quelque chose pour améliorer le niveau de compréhension et permettre la mémorisation. Et puis ensuite, il y a les cas intermédiaires où on va avoir du moins plus plus, moins moins plus. Et bien là, en fait, c'est que la mémorisation est en cours et qu'il faut prolonger les efforts. En tout cas, le fait d'avoir ces connaissances construites et mémorisées de manière solide va permettre aux élèves de les mobiliser au moment des questions, puisque lorsque les jurys vont poser les questions, c'est vrai que ça peut aller assez vite, il faut que le candidat réfléchisse assez vite, et son premier réflexe peut être de commencer à définir les mots sur lesquels le jury vient de l'interroger. Et pour faire ça, il utilise le travail lié à ce lexique. Donc ça, c'est un outil vraiment très important et très efficace. Donc ça, c'est le premier outil. Et le deuxième outil, c'est l'outil qui est présenté dans la fiche 31, qui s'étale ici sur 2 pages. Donc ça, la fiche 31, c'est pour la question 2. Et pour la question 1, c'est sur les pages, c'est la fiche 19. Et là, en fait, l'idée, c'est d'anticiper des questions possibles du jury et de préparer les réponses à l'écrit, mais aussi après de s'entraîner à formuler ces réponses. Tout ce qui est anticipé d'avance est un gain cognitif pour le jour de l'épreuve. Le jour de l'épreuve, les élèves seront stressés et les échanges sont souvent assez rapides. Et donc, du coup, plus on aura travaillé en amont et meilleure sera la prestation ce jour-là. Donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est proposer différents types de questions. Donc, des questions assez simples du genre, pouvez-vous nous définir tel mot-clé, pouvez-vous repréciser ce que vous entendez par telle notion. Et puis après, de manière un petit peu plus approfondie, c'est-à-dire aller sur les liens entre les idées clés. Alors évidemment, dans la manière dont on a formulé les choses, vous voyez, par exemple, dans le deuxième paragraphe, on a mis « Pouvez-vous nous réexpliquer le lien que vous faites entre l'idée 1 et l'idée 2 ?» Là, c'est à chaque groupe lié à son sujet de remplacer idée 1 par quelque chose et idée 2 par quelque chose, et puis de faire le tour comme ça de l'ensemble de son sujet.
On a aussi posé des questions sur pouvez-vous préciser la manière dont vous avez construit la réponse à votre question? Ça, c'est quelque chose de fondamental parce qu'en fait, il y a derrière toute l'idée de méthodologie. Les jurys vont vouloir voir si l'élève a pris un résumé d'une question qu'il aura trouvé sur le net ou que quelqu'un d'autre aura construit pour lui, ou bien s'il a été impliqué dans la construction. Et la meilleure façon de faire, c'est de dire finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez construit cette réponse? Où est-ce que vous êtes allé chercher vos arguments? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées en cours de travail? Et puis, la question aussi de la fiabilité des ressources. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire ce travail de préparation des questions et non pas d'attendre le jour J en se disant « bon, j'ai travaillé mon sujet, je saurai y répondre ». Non, il faut imaginer des réponses possibles et s'y préparer. Et puis, alors, à certains moments, il y a des petits témoignages d'élèves, alors qui sont des témoignages un petit peu reconstitués, mais liés à des vraies situations d'oral. Alors, évidemment, pas de grand oral, puisqu'il n'y en a pas encore eu, mais en tout cas, à des vraies situations d'oral d'élèves. Et ce que l'on sait, c'est qu'il est assez difficile, quand on y est peu entraîné, de faire des réponses construites à des questions. Et il est facile de bafouiller et de bloquer un petit peu sur le début des réponses. Donc là, le propos, c'est vraiment d'outiller les élèves pour qu'ils aient des stratégies pour commencer à répondre. Et en fait, une fois qu'ils ont commencé à répondre, voilà, cognitivement, les raisonnements se mettent en place et puis ils peuvent ensuite élaborer une réponse un petit peu plus complète. Voilà, écoutez, l'idée n'est pas non plus de détailler chaque page de manière exhaustive, mais aussi d'avoir des temps d'échange, de pouvoir répondre à vos questions. J'ai souhaité mettre en avant certains points du cahier qui, pour moi, sont particulièrement importants, c'est-à-dire ce que j'ai voulu faire à travers cet outil. Et puis, voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que Eh je peux bien, intervenir? allô? Pardon? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Est-ce que je peux intervenir? bien sûr. Dans Découvrir l'épreuve du grand oral qu'on a découverte dans un BO en février, et puis on n'en a pas trop reparlé depuis. Dans le BO, il est précisé les questions portent sur les 2 enseignements de spécialité, soit pris isolément, soit abordés de manière transversale. J'ai actuellement des lycéens qui commencent à me dire qu'ils vont laisser de côté une des 2 spécialités. À mon sens, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez me donner votre position là-dessus? Non, je confirme, c'est impossible. C'est-à-dire qu'au minimum, il faut qu'il y ait la question 1 qui porte sur la spécialité 1. Enfin, il n'y a pas de 1 et 2, mais vous voyez, Oui, une des sûr. questions. Voilà, et la question 2 qui porte sur la spécialité 2. Après, il y a la question 1 qui peut porter sur une combinaison entre l'enseignement 1 et 2. Il y a les 2 questions qui peuvent porter sur une combinaison des 2, d'ailleurs. Enfin, les 2 questions peuvent être interdisciplinaires, mais par contre, il n'est pas possible qu'une des spécialités ne soit pas impliquée dans une des questions. Et quid des spécialités, on va dire, qui sont généralement co-enseignées comme humanité, littérature, philosophie? À ce moment-là, donc, on laisse prédominer une partie de cet enseignement, sans négliger le reste, puisque de toute façon, c'est surtout le programme, si j'ai bien compris. La question, elle va porter que sur une partie, mais je dirais, vous voyez, par exemple, donc moi, je suis en sciences de la vie et de la terre. En sciences de la vie et de la terre, on n'a pas de co-enseignement, on a un seul enseignant, et pour autant, on a des questions qui sont plutôt liées à des sciences du vivant et des questions qui sont plutôt liées aux sciences de la terre. La question sera plutôt sur un champ ou sur l'autre. Certaines questions peuvent regrouper sciences du vivant et sciences de la terre, mais l'idée n'est pas que la question recouvre l'ensemble du programme, pas du tout. Bien sûr. Mais par contre, il faut que la question soit liée à un élément du programme. Alors, pour revenir sur ces questions, dans la construction de la question, nous, dans le cahier, on est resté assez vague, mais en fait, on peut envisager 2 cas. Il y a les cas des élèves qui vont arriver avec des envies. Voilà, ils ont envie parce qu'ils s'intéressent à plein de choses et qu'ils ont envie que leur question de grand oral porte sur quelque chose qui les intéresse particulièrement. Et bien, dans ces cas-là, on va accompagner les élèves pour les aider à faire le lien avec les programmes. Les programmes sont suffisamment larges pour qu'on puisse trouver un lien.
Deuxième cas, on a des élèves qui n'ont pas d'idée de ce sur quoi ils veulent travailler. Et dans ces cas-là, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition les programmes et on va les aider à trouver une question qui peut les motiver dans le cadre de cette épreuve. D'accord. Bon, ben, j'en vois un beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je ne vous vois pas trop. J'ai écouté l'observation de ma collègue. Donc, si j'ai bien compris, ce serait possible que sur la question 1, un élève prenne par exemple sa spécialité 1 et sur la question 2, il prenne en transversale spécialité 1 et spécialité 2. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, et j'avais une deuxième question. Je pense que j'ai pas commencé avec mes élèves le grand tirage. J'attends un petit peu de lancer l'année. Je pensais que les questions devaient avoir un lien avec leur projet d'orientation. C'est complètement déconnecté, en fait. Oui, alors à un moment donné, on peut leur poser cette question-là. En fait, ce qui va être important, donc ça c'est la manière dont il va présenter le projet d'orientation, c'est plus sur des questions transversales, c'est-à-dire en quoi est-ce que mener ce projet lui a appris à se questionner, à mieux se connaître, des choses comme ça. D'accord, mais il n'y a pas une thématique commune à avoir. Ça me semble un petit peu compliqué de. Oui, voilà, ça ce sera possible pour certains élèves parce qu'ils ont peut-être des parcours assez linéaires en sachant très bien ce qu'ils veulent faire et ça colle très bien, mais il y a plein d'élèves pour lesquels ça ne collera pas. Donc, il faut qu'ils puissent faire porter leurs questions de grand oral sur un sujet. Et après, en fait, la question de comment est-ce que ce travail irrigue leur projet d'orientation, c'est voilà, il faut le prendre de manière transversale. Comment ça les aide à connaître ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient, le type de travail qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'ils apprécient de mener des recherches? Est-ce qu'ils apprécient de travailler en groupe? Est-ce que voilà, ce genre de questions. Ok, merci beaucoup. Une autre question? Oui, moi. Bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous dire un mot à propos du support que le candidat est censé présenter? À propos du support, oui. Le support, oui. Ouais. Alors, le support. Donc, les pages que j'ai faites sur le support, c'est les pages 20 et 32. En fait, il y a eu un grand débat autour des gens qui ont conçu cette épreuve pour savoir si on autorisait l'oral à être adossé à un support ou pas. Et là, c'est vrai qu'en fonction de sa discipline d'origine, on voit bien que les pratiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, en sciences, il est rare de faire un oral sans support et raconter des résultats expérimentaux sans visuel, c'est pas simple. En mathématiques, parler d'équations sans support, c'est pas simple non plus. En même temps, là, il a été fait un choix très fort dans cette épreuve qui est que la période de 5 minutes est une période sans notes, sans support, vraiment un oral en continu. L'idée, c'est de dire que ça, finalement, c'est plus difficile que de parler sur un PowerPoint, par exemple, et que finalement, si on forme nos élèves à ce type d'oraux, eh ben, après, ils sauront tout faire. C'est un peu ça l'idée. Alors, néanmoins, il y a une petite concession qui a été faite, c'est qu'on a dit, ben, l'élève peut présenter au jury un support s'il le souhaite, sachant que ce support, il le construit pendant sa période de préparation. Donc, si je reprends le déroulé de l'épreuve, l'élève arrive le jour de son épreuve à l'heure de sa convocation. Il présente aux membres du jury le papier sur lequel sont indiquées les 2 questions qu'il a préparées pendant l'année et le jury en choisit une des 2. À partir de là, le candidat a 20 minutes de préparation. En fait, l'objectif de ces 20 minutes, c'est d'évacuer de sa tête la question qui n'a pas été choisie pour se reconcentrer sur la question qui a été choisie par le jury. Donc, il a à sa disposition des feuilles de brouillon, il peut voilà, faire des dessins, il peut écrire des choses, il peut faire ce qu'il veut sur ces brouillons. Par contre, une fois que le temps de préparation est terminé, ces brouillons, il ne les garde pas avec lui. Et parmi les choses qu'il peut construire pendant ce temps de préparation, c'est un support qu'il va ensuite donner au jury
et que le jury aura sous les yeux pendant le temps d'exposer. Mais lui, le candidat, pendant le temps d'exposer, il ne verra pas ce support. Alors, ce support, ça peut être tout est envisageable, hein. Ça peut être un plan, ça peut être une carte mentale avec les idées principales, ça peut être un graphique fait à main levée, ça peut être un dessin, ça peut être, voilà, plein de choses. Donc, ce que moi j'ai voulu dans ce cahier, c'est dire aux élèves, si vous voulez le jour J présenter un support, ça ne se décide pas pendant la préparation du jour J, hein. Ça s'anticipe, comme tout le reste. Donc, il va falloir réfléchir par rapport à votre sujet, à votre question, quel pourrait être le support qui aurait du sens, sachant que le support n'est pas obligatoire et que normalement le support n'est pas évalué. Voilà, donc c'est une feuille sur laquelle le candidat pourra faire ce qu'il veut. Alors, ce que moi j'ai écrit dans le… Je cherche où est-ce que c'est écrit. Non, tu peux présenter un élément plus précis. Voilà. Ce que moi j'ai voulu leur dire, c'est que dans tous les cas, il faut que ce support il soit bien présenté et que si le jour J, finalement, le support ne leur convient pas, ce n'est pas parce qu'ils avaient prévu d'en donner un qu'il faut qu'ils le donnent. Alors, je pense que c'est plutôt dans le temps de préparation. Là, je ne le retrouve pas. Oui, je vais regarder. Et en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, on va anticiper, c'est-à-dire que dans la préparation de cette épreuve, je pense qu'il faut que chaque élève se pose la question de savoir si pour la question 1, il y aurait un support adapté à faire pendant la préparation et à donner au jury, pour la question 2, etc. Mais en même temps, vu que ce n'est pas évalué, moi, mon message très fort, c'est aussi de dire aux élèves, si le jour J, dans ce que tu as produit sur ta feuille, parce que tu es stressé, parce que les conditions font que ton support ne te convient pas, il n'est pas propre, il n'est pas précis, il n'est pas satisfaisant, eh bien, dans ces cas-là, il faut changer d'avis et ne pas le donner au jury. Voilà. Donc, c'était un petit peu le… pardon, Adine, on l'a indiqué oui. dans la fiche 37, dans les astuces de la fiche 37. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, voilà, donc la fiche, parce qu'il y a deux choses. Donc, il y a évidemment le travail en amont sur le support, donc qui est dans les fiches qu'on a évoquées avant. Et la fiche 37, elle, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces 20 minutes? Et ça, c'est pareil, ça s'anticipe. Hein. Donc, l'idée, là, c'est de leur dire, vous allez avoir 20 minutes entre le moment où le jury aura choisi votre question et le moment où vous allez commencer à parler au jury. Voilà, comment ça va se passer ces 20 minutes? Est-ce qu'on se prévoit un timing? Est-ce qu'on se donne des points de repère? Est-ce qu'on se met un petit moment où on fait un petit exercice de respiration? Est-ce qu'on en fait un petit au début, un petit à la fin? Voilà, et du coup, là, dans les astuces, voilà, si le support que tu as produit ne te plaît pas de panique, il n'est pas obligatoire de donner un support au jury, celui-ci n'est pas évalué, donc dans ce cas-là, ne le donne pas au jury. Voilà, c'est la petite… Ça me paraît très important, hein, de toute façon, c'est toujours ce qui est important, c'est anticiper et réguler en fonction de ce qui se passe. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question sur le support. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Apparemment, oui. Peut-être, est-ce que quelqu'un a une autre question? Allez-y. Oui, je ne sais pas si je peux la poser. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir justement pendant ce temps de préparation si les élèves vont avoir le droit d'écrire au tableau. Non, je ne crois pas. D'accord. D'écrire au tableau, pourquoi est-ce que vous voudriez qu'ils écrivent au tableau? Personnellement, j'enseigne en maths et souvent… résoudre une équation à l'oral, c'est pas simple. Et en fait, ils nous ont déjà posé la question. Il y a des profs de SVT qui ont dit qu'ils n'auraient pas le droit au tableau. Et ils nous ont posé la question à nous, profs de maths. On n'a pas trop su leur répondre. Non, la réponse est non, justement. Donc, les mathématiques, c'est une des disciplines pour laquelle c'est pas simple, hein, de ne pas avoir de support. Mais en fait, l'idée de ce support, c'est vraiment un support papier qui donne au jury et ensuite qu'il ne voit plus. Donc, le tableau, non. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois pas mal de mains levées. Oui. Je voudrais poser une question. Bonjour. Bonjour.
Je voudrais demander quelle est l'implication, quel est le niveau d'implication des profs de spécialité pour l'accompagnement des élèves. Combien de temps on doit leur accorder pour répondre à leurs questions, pour construire leurs sujets, projets, les accompagner dans le contenu. Alors, il n'y a pas de réponse en fait officielle. C'est à chaque professeur et à chaque équipe de construire la réponse à cette question. Néanmoins, ce qui peut être un point de repère, je dirais, c'est de se dire que ça, c'est quelque chose qu'on avait mis dans le rétro-planning, voilà, dans la fiche 4, donc page 7. En fait, l'idée, c'est que les élèves se préparent à cette épreuve de grand oral pendant 1 heure par semaine avant les épreuves terminales. Donc maintenant, on sait que les épreuves terminales ont lieu autour du 15 mars. Et qu'après ces épreuves terminales, ce temps de préparation passe à 6 heures par semaine. Donc, si je ramène dans le lycée général aux spécialités, ça veut dire 1 heure par quinzaine avant les épreuves terminales et 3 heures par semaine après. Voilà, c'est ça. C'est une approximation, mais c'est assez raisonnable de penser ça. En fait, si on regarde ce qui reste à traiter dans les programmes après les épreuves terminales, ça ne couvre pas le temps disponible entre la fin des épreuves terminales et le mois de juin. Enfin, ça ne couvre pas. Ça peut être fait en moins de temps, quoi. Et donc, du coup, l'idée, c'est de consacrer le reste du temps. C'est-à-dire, en fait, sur ce temps qui reste, il y a la moitié qui pourrait être consacrée à finir les programmes et la moitié qui pourrait être consacrée de manière plus intense à la préparation du grand oral. Après, je dis bien que ça, c'est une proposition qui paraît raisonnable par rapport au programme, par rapport à l'organisation de l'année, etc. C'est en aucun cas un cadrage national ni rien. En fait, il n'y a pas de cadrage national, donc c'est à chacun de construire sa proposition. Mais ça peut être voilà, une référence intéressante. Donc, moi, je vous parle au fait du Liban et je voudrais savoir s'il y a en France une période par semaine qui est attribuée à l'élaboration de leur projet. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est à prendre sur les horaires des disciplines. Oui. Okay. Donc, les professeurs, moi, ce que je vois dans les programmations des professeurs, c'est vraiment, oui, pour l'instant, c'est 1 heure par-ci, par-là, quoi. Et puis, avec le projet, le projet à partir de mi-mars d'en faire beaucoup plus, mais en même temps d'avoir anticipé sur la construction du début de questions, le fait que les élèves puissent commencer leurs recherches et puis la formation à l'art oratoire et puis quand même tout le travail sur l'orientation qui se fait de manière continue tout au long de l'année et le fait de garder la trace. Ok, merci beaucoup. Merci. J'avais une question. Oui. Est-ce que vous pensez que les membres du jury ont connaissance des questions à l'avance des candidats qu'ils interrogent? Ça, c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre et je ne suis pas sûre que pour l'instant, quelqu'un sache répondre parce que l'organisation pratique de ces épreuves n'a pas encore été pensée. Du coup, je ne sais pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont gardé leur petite main levée et qui ont posé une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. 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 Oui, je suis professeure documentaliste dans un lycée polyvalent. Oui. J'ai la joie d'accompagner mes élèves et pour le grand oral et pour le chef-d'œuvre. Oui. Comment je peux les aider concrètement? Est-ce que vous avez des pistes, des idées? À part répondre à des demandes ponctuelles, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour… Eh bien, en fait, moi, vraiment, ce qui va les aider, c'est de les aider à avoir une vision globale de ce qu'ils doivent faire pour être prêts.
Donc, c'est-à-dire construire la vision d'ensemble et ensuite de les aider à cocher et à répartir, à se dire… Bon, alors le chef-d'œuvre, je ne maîtrise pas du tout. Donc mais par contre, pour le grand oral, c'est vraiment cette idée de dire, en fait, il y a connaître l'épreuve, les attendus. Il y a les techniques d'art oratoire, il y a la question 1, la question 2, le projet d'orientation et après tout le travail d'analyse réflexive et de progrès. OK, voilà. Et maintenant, dire au sein de l'établissement qui est le professeur… Dire, que nous, ce qu'on a décidé là… Oui, allez-y. Non, je vous en prie, allez-y. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'étais un peu désemparée parce que c'est vrai qu'en lycée polyvalent, ça fait quand même 2 réformes en même temps. Et donc, j'ai fait acheter par le lycée pour cette année les cahiers, puisque c'était l'outil qui me semblait incontournable. Et oui, je vois… Là, on part en congé dans quelques jours, mais les cahiers ne sont pas encore arrivés. Mais je pense que je vais personnellement aller dans les classes, les remettre et puis essayer de préparer une fiche type, quoi, pour qu'ils puissent ne pas se perdre dans ces 38 fiches et qu'ils aient envie de… Dans ces cas-là, suivre pas à pas, quoi. Ce que je dirais, c'est que vous pourriez faire des permanences grand oral où l'objectif serait de les aider à faire le point sur… Je ne m'entends plus. Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui. Alors, ce que je disais, c'est que ce qui pourrait être une idée, c'est de faire des permanences grand oral où vous seriez disponible pour faire le point avec eux sur où ils en sont dans les fiches, justement, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et sur ce qui n'a pas été fait, pourquoi et comment on peut avancer. Ça pourrait être intéressant, des moments de… Ah oui. Ils savent que, je ne sais pas moi, 1 heure par semaine, tel jour, de 13h à 14h, c'est la permanence grand oral et qu'ils peuvent passer vous voir pour faire le point, pour vous poser des questions. C'est une super idée parce qu'on a vraiment des difficultés à les trouver. La temporalité avec tous ces emplois du temps, le groupe classe est explosé et pas simple. Après, il faut avoir conscience qu'en faisant ça, y a ceux qui vont venir et puis comme d'habitude, il y a ceux qui ne vont pas venir. Donc après, la question, ça peut être qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne viennent pas. Mais peut-être que si vous tenez un carnet qui dit qui est passé aux permanences, ça peut peut-être vous aider à identifier quelques élèves pour lesquels, après les épreuves de mars, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus ciblé où ils seraient convoqués, où ils seraient… Oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui. Remonter aux collègues ce que je ne vois pas. Tout à fait, exactement. Oui, super idée, merci. C'est vraiment besoin de choses pratiques, en fait. Oui, c'est ça, non, mais c'est… Merci. Alors, je vois qu'il y a une autre question de… Oui, bonjour. Bonjour. C'est juste une petite question concernant le choix des questions. Dans mes classes, j'ai 4 élèves qui désirent travailler les mêmes questions et les travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller au niveau de travail de groupe? Bon, déjà, je pense que c'est une très bonne idée qu'ils travaillent ensemble et qu'ils choisissent les mêmes questions. Donc, dans le cahier, justement, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que sur la page 9, la fiche 9, par exemple, sur construire sa question, ici, on a bien mis, si tu travailles en groupe, indique quels sont les autres membres du groupe. Moi, je pense que pour eux, c'est une richesse de pouvoir le faire ensemble, de pouvoir construire ensemble. Alors après, la question que vous me posez, c'est comment on peut aider ce travail de groupe. Je pense qu'on peut l'aider de 2 façons. La première façon, c'est de les aider à se répartir le travail, par exemple dans les recherches. Donc ça, ils peuvent faire un premier travail, un peu de débroussaillage chacun dans leur coin et mettre en commun. Et après, le deuxième point sur lequel ils vont pouvoir s'aider, c'est vraiment dans la construction commune et dans les jeux des questions-réponses. Ils seront encore plus pertinents pour poser des questions parce qu'ils connaîtront le sujet. Après, pour ceux qui seront tout seuls sur un sujet, il faudra aussi les mettre en groupe avec d'autres pour que d'autres puissent faire ce jeu de retour, de questionnement, etc. Mais voilà, moi je dirais 2 choses, c'est les aider à se répartir le travail, les aider à faire le bilan et puis les aider à réguler entre eux pour qu'ils progressent, quoi. D'accord, merci beaucoup. Il
Il y a encore une question? Oui. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. 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 On vient d'aborder la question du travail en groupe pour aider les élèves à construire leur présentation. Mais comment les aider à personnaliser cette présentation, justement, s'ils travaillent en groupe? Pour éviter qu'on ait des redites, qu'on ait une espèce de copier-coller le jour de l'examen, sachant que bon, c'est une épreuve individuelle et que malgré tout, ils ont travaillé en groupe. Donc, il faudra trouver une astuce quand même pour, lors de leur préparation, que ça reste un travail individuel, ou en tout cas personnalisé. Il y a plusieurs, effectivement, ça va être un point de vigilance, le fait qu'ils ne soient pas tous là en train de réciter la même chose. Je crois qu'il y a deux pistes. La première piste, c'est donc dans les pages où on leur fait chercher les arguments, d'accord, on leur identifie plusieurs sources possibles. Ensuite, on leur fait recenser les arguments. Alors, par exemple, si je prends la fiche 13, hein, on leur fait recenser les arguments. Et en fait, l'idée, c'est que dans tous les arguments qu'ils vont trouver, il y en a trop, il y en aura trop. Et ça ne tiendra pas en 5 minutes de présentation. Donc, ils vont avoir un travail de choix à faire et de synthèse à faire. Et là, on peut très bien leur dire qu'au sein d'un groupe, ils ne sont pas obligés de faire les mêmes choix. Et que, alors évidemment, il y a des arguments qui s'imposent, mais il y a aussi des arguments pour lesquels l'un va être plus ou moins sensible que l'autre. Et donc, il faut les encourager à choisir les arguments qu'ils ont envie de défendre le jour de leur oral. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ensuite dans la manière dont ils vont présenter à l'oral. On a chacun nos façons de présenter, on a chacun du vocabulaire que l'on préfère, et donc ce serait un peu aberrant en fait qu'ils fassent du copier-coller et qu'ils récitent le même texte. Après, ça va être vraiment dans la construction, dans les formulations qu'ils vont utiliser, que ça va être différent. Et puis, peut-être troisième voie, c'est dans l'incarnation de ce texte. Alors, il y a un autre outil qui est l'outil où on travaille sur la variation du ton. Je ne le retrouve pas, mais Emmanuel, tu vas m'aider. Oui. Où en fait, pour chacun des textes, on leur demande d'identifier à quel moment est-ce qu'ils parlent plus vite, à quel moment est-ce qu'ils parlent plus doucement, à quel moment ils parlent plus fort et à quel moment ils parlent plus doucement au sens chuchoté, quoi, et non pas vitesse. Et là, c'est pareil, dans cette incarnation-là, ils vont avoir une appropriation différente du texte qui fait que finalement, le relief qu'ils vont donner à travers la voix, les gestes, etc., vont être différents. Donc finalement, pour répondre à votre question, je verrai 3 choses. 1, le choix des arguments. 2, les formulations choisies qui sont personnelles, même s'il y a des choses qui sont en commun. Et puis 3, cette modulation par la voix. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Donc, c'est Maïssa Halla de l'Athénée de Beyrouth. Donc, les élèves peuvent avoir les mêmes questions, mais la façon de les aborder, c'est comme vous venez d'expliquer. Mais les questions peuvent être les mêmes. C'est ça. Tout à fait. Oui, oui. Très honnêtement, on encourage les élèves qui… Alors, encore une fois, vous avez des élèves qui ont des appétences très fortes pour certains sujets et qui peut-être ne donneront pas envie aux autres. Eh bien, ces élèves-là feront leurs questions seuls. Mais pour les autres, c'est tout bénéfice, je dirais, de travailler en groupe, à la fois de la part des élèves, parce qu'ils vont construire cette démarche ensemble, et puis aussi pour les enseignants, parce que du coup, ils auront peut-être moins de thématiques à gérer. Alors, pour revenir sur ce qu'on a dit, en fait, c'est la fiche 36. Je ne sais pas si on peut mettre la fiche 36. Voilà, ici, dans l'appropriation du discours, il y a un outil qui, pour à la fois la question 1, la question 2 et le parcours d'orientation, voilà, merci, amène l'élève en fait à analyser et à prendre conscience des variations de ton et de rythme qu'il met au cours de ce discours. Et là, très honnêtement, là, ça va être différent d'une personne à une autre. Voilà, c'était cet outil-là que je cherchais. Merci. Merci à vous. Je vous remercie pour ces précisions très utiles.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question parce que là, on est au début de l'année et je trouve que c'est quand même très difficile que les élèves puissent arriver à trouver des questions sur notre spécialité, sachant qu'on est au tout début du programme, même si ça porte sur les questions de première. Donc, je trouve que c'est compliqué d'arriver à les faire questionner par rapport à tout ça, à cette période de l'année. Oui, tout à fait. Alors, deux pistes. La première, c'est en effet que ça concerne aussi le programme de première et que le programme de première est très riche, hein, enfin, dans toutes les disciplines. Donc, ça peut être une piste. Mais la deuxième piste, c'est vraiment le fait de se dire, et ça, c'est ce qu'on a construit dans les fiches. Hein. Bon, alors là, j'ai par exemple la fiche 21 sur la question 2, mais il y a la même sur la question 1. C'est se dire, en fait, l'élève va dans un premier temps identifier dans le programme une thématique qui l'intéresse peut-être un petit peu plus que les autres. Et il va commencer à formuler une question peut-être très grossière. C'est pas grave. Et il va commencer des recherches. Et c'est en fait au fur et à mesure de ces recherches que la question va s'affiner. Et c'est pour ça que, en fait, on a écrit indique les envies et les premières idées de sujet, ce qui ne veut absolument pas dire que le sujet final sera vraiment en lien avec ça. Il pourra être décalé. Indique la première proposition de question. Et ensuite, il y a ici ces espaces pour garder la trace de l'évolution du questionnement qui va s'affiner, qui va se préciser, qui peut-être parfois va se déplacer parce qu'en fait, au cours des recherches, l'élève va se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ce morceau-là de programme qui l'intéresse, mais que finalement, c'est peut-être celui qui est à côté. C'est pas grave. En fait, l'idée de dire à présent, essayez d'identifier dans le programme ce qui pourrait vous intéresser, ce que vous pourriez poser comme question. C'est juste une façon de commencer à les engager dans cette démarche intellectuelle et il ne s'agit en aucun cas d'arrêter aujourd'hui la question. Et donc, c'est bien d'avoir ce travail de maturation, de questionnement et de dire, voilà, on commence par s'interroger sur quelque chose, mais si dans un mois, on fait un nouveau thème et que l'élève dit « Oh, mais en fait, j'adore ces questions et c'est vraiment là-dessus que je voudrais travailler et là, le travail que j'avais commencé à faire, c'est pas ça que je veux faire », c'est pas grave, on recommence. Voilà. Il faut vraiment laisser les choses ouvertes. Mais pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir conscience que une question, comme ça ne s'invente pas comme ça, et que les questions, elles se construisent lorsqu'on accumule les connaissances d'un sujet. C'est pour ça que l'idée, c'est de dire, en fait, on va creuser un sujet, on va se renseigner, on va accumuler les arguments, et c'est après coup qu'on pourra dire, en fait, la question qui m'intéresse, c'est celle-là, parce que les arguments qui m'ont intéressé, c'est ceux-là. En fait, c'est des allers-retours incessants, et donc, il faut dire aux élèves que c'est pas grave, on commence une démarche, et en fait, elle va s'enrichir et maturer au cours de l'année. Ok, merci beaucoup. En effet, oui, je vois bien la démarche. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. J'ai deux questions. Oui. La première, c'est quand on va présenter le grand oral, et la deuxième, si on n'a pas réussi la première fois, est-ce qu'on a une deuxième chance? Alors, la date pour le grand oral, je la connais pour la France métropolitaine. Donc, c'est entre fin juin et début juillet. Après, sur les lycées français à l'étranger, j'imagine qu'il y a une adaptation du calendrier, mais là, j'avoue que je ne la connais pas. Mais en tout cas, il y a un créneau pour le passer. Et après, la question est de savoir si… en fait, si on a raté son grand oral, est-ce qu'on peut repasser l'épreuve, c'est ça? Oui. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas parce que, en fait, si après, il y a des épreuves de rattrapage, mais qui portent sur d'autres questions. Donc, je dirais non. Ah, d'accord. Merci. Excusez-moi. Oui. Oui. Quelles sont les questions envisageables pour la… On vous entend pas du tout. De l'orientation. C'est mieux maintenant? Oui. Un tout petit peu, oui. Ok. Quelles sont les questions envisageables pour la section de l'orientation professionnelle? Que doit la… Alors, vous voulez dire sur la dernière partie, sur le projet d'orientation professionnelle? Oui. En fait, alors, si on prend, donc ça, c'est les pages plutôt
rouge, hein, donc les fiches 34-35. L'idée, ça va être de questionner l'élève sur les démarches qu'il a mis en œuvre pour construire son parcours d'orientation professionnelle et faire ses choix dans Parcoursup. Donc, ça va être, après, je ne sais pas, parce que cette épreuve, elle n'a jamais eu lieu, mais l'objectif, c'est bien celui-là, c'est de faire expliciter à un individu la manière dont il a construit son projet. Et donc, on va le questionner. Alors, sachant que au départ, l'élève commence à présenter de manière autonome cette partie. Donc, ce qu'on a mis ici, vous voyez, cette partie, elle dure 5 minutes. Il est prévu une petite interaction avec le jury, mais c'est quand même le candidat qui commence à présenter. Hein. Donc, on peut imaginer que sur les 5 minutes, le candidat prépare une présentation de 3 minutes. Et qu'au bout de ces 3 minutes, le jury va le questionner sur des prolongements possibles, sur des actions qu'il a menées. On peut imaginer que, par exemple, si l'élève dit qu'il a rencontré quelqu'un qui l'a beaucoup marqué, eh bien, on peut lui demander plus d'informations sur mais cette personne, comment vous l'avez rencontrée, vous dites qu'elle vous a beaucoup marqué, mais quoi exactement, en quoi ça a influencé vos choix, etc., etc. Le jury, il va être là pour faire ressortir les liens entre une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance des filières d'études, une meilleure connaissance des débouchés professionnels et comment est-ce que ces 3 approches ont été réfléchies, construites à travers des questionnements individuels, à travers des rencontres avec des professionnels, à travers des rencontres avec des étudiants qui suivent ces filières, par exemple, et comment est-ce qu'à partir de ça, l'élève a fait ses choix et a dit, bah voilà, dans Parcoursup, en 1, je vais mettre ça parce que telle chose, telle chose. En 2, je vais mettre ça parce que telle chose, telle chose. Même si dans ce projet, il y a des incohérences. Parce que de toute façon, la nature humaine, c'est d'avoir des incohérences. Donc, ça, c'est pas un problème. Par contre, c'est d'en être conscient et de pouvoir en discuter. Voilà. Alors, c'est pas des questions précises, hein, mais c'est vraiment sur ces champs-là que porte cette dernière partie du grand oral. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, merci beaucoup. Il y a encore une question, je vois, ou 2. On vous écoute. Allô? Bonjour. Bonjour. Ah non, j'ai oublié ma... Désolé. Ah, il n'y a pas de problème. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aimerais savoir comment les élèves pourront choisir leur sujet. Alors, là, en fait, il y a 2 cas possibles. Il y a les élèves qui arrivent avec des envies, parce qu'ils ont des hobbies, par exemple, ou des centres d'intérêt en dehors de l'école, et ils veulent absolument pouvoir faire le lien entre ce grand oral et ces hobbies qu'ils ont. Et donc là, le rôle du professeur, ça va être d'aider l'élève à faire du lien entre cette envie individuelle et les programmes. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les programmes sont suffisamment larges pour qu'on arrive à trouver des liens pour pouvoir faire entrer cette envie d'un jeune dans le cadre des programmes. La deuxième option, c'est les élèves qui arrivent sans idée particulière, sans envie. Et là, en fait, il va falloir les accompagner à travers la lecture des programmes et leur demander de prendre un programme, de le lire, de prendre le manuel, de le parcourir et puis de dire « Ah, ça j'aime bien, ah oui, ça m'intéresse ». C'est intéressant. Oui, oui, c'est pour le grand oral. Alors, on est pas cette année, mais bon. Au cas où. Ouais. Alors, on vous entend, madame, hein, je veux permettre de vous le dire parce que je pense que c'est Madame Rousseau. On vous entend. Donc, voilà. Alors, donc, je reviens sur la question comment est-ce qu'on accompagne les élèves pour construire leurs questions. Voilà, c'est… de toute façon, il y a un moment donné, les élèves vont devoir choisir une question. Donc, il faut que dans les programmes, ils identifient des thématiques qui leur parlent plus, qui leur plaisent plus, et puis ensuite, qu'ils commencent ce travail de recherche pour affiner. Voilà. Madame, s'il vous plaît, j'ai des collègues qui n'ont pas pu assister à cette réunion. Est-ce que on est enregistré là maintenant? Est-ce qu'il y a moyen de revoir ce webinaire plus tard? Oui, tout à fait. Il est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé par mail.
Et donc, vous pourrez le diffuser à vos collègues si ça les intéresse, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, bonjour. Allez-y. Bonjour. Alors, Monsieur Zagar, Raphaël Zagar, donc, du lycée de Casablanca, moi j'enseigne à l'étranger. Alors nous, on a un petit établissement avec une vingtaine d'élèves. Ils ont pas mal pris SES et maths. D'accord. Moi, je les prépare en SES. On a déjà envisagé des questions sur lesquelles ils peuvent faire quelques recherches, etc. Mais vraiment, la grande question, c'est les mathématiques. Donc, on n'est pas beaucoup de professeurs et mon prof de maths est un peu perdu. Alors, moi, je me suis dit peut-être que ça allait être un échange aujourd'hui avec d'autres professeurs de mathématiques et j'aimerais bien savoir, avec les profs de maths, par exemple, quel type de questions les élèves ils peuvent travailler avec toute la logique qu'il y a derrière, hein, c'est-à-dire l'idée, l'argumentation, les liens entre les différents. Enfin, j'ai pas mal de questions concernant la préparation de ce grand oral en mathématiques. Voilà. En plus des questions qui se posent sur comment ils vont présenter ça sans support et juste à l'oral. Donc, s'il y a des collègues qui peuvent nous éclairer, ça me rassurait un petit peu. Pas mal. Moi, je suis professeur d'SES hein, pour clarifier. Voilà. Alors, moi, je suis pas en mathématiques, donc je ne peux pas répondre à votre question. Voilà, je suis désolée, là, j'ai pas d'éléments de réponse, j'avoue. Après, peut-être qu'on peut creuser cette question, peut-être dans un autre cadre que celui-là, et essayer de trouver des gens avec qui échanger sur cette question. Parce que vous avez raison, hein, les mathématiques, c'est une vraie question, mais même, par exemple, le sens de l'ingénieur, hein, c'est aussi une vraie question. C'est des disciplines voilà, où on sait que sans support, c'est loin d'être simple. Il va falloir inventer des réponses tous ensemble. Alors évidemment, dans votre cas à vous, si vous faites des questions qui sont combinées SES mathématiques, on voit que ça peut faciliter hein, l'approche. Maintenant, je suis persuadée que même avec que des mathématiques, c'est tout à fait envisageable aussi. Mais j'avoue que là, je n'ai pas les compétences pour aider à construire des réponses. Ah, oui, c'est vrai, vous avez raison. SES maths, on peut combiner, surtout s'ils ont fait des enquêtes, de voilà, terrain, etc. Exactement. Très superficiel. J'imagine les profs de maths en face qui attendent peut-être quelque chose d'un peu plus élaboré que des simples statistiques. Oui. Dire, oui. C'est vraiment la grande question là. Surtout, on a pas mal d'élèves qui ont choisi SES et mathématiques. Je sais qu'en France, souvent les élèves prennent SES et géopolitique par exemple, ou histoire géopolitique, etc. Enfin, des matières qui se ressemblent un peu. Mais non, SES et mathématiques, ça a du sens. Hein. C'est un projet qui est tout à fait cohérent. Parfois, on a des projets qui sont peut-être un petit peu plus surprenants, mais voilà, les cohérences sont aussi à construire. Mais encore une fois, c'est des vraies questions que vous posez, mais là, voilà, je suis désolée, je ne peux pas répondre. Merci quand même. Il y a encore une question, je vois. Allez-y, on vous écoute. Oui, pardon. Oui, je suis prof de langue anglaise. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais les élèves peuvent ne pas parler en anglais pendant le grand oral, ou bien ils peuvent parler les 5 premières minutes et après parler en français, ou est-ce qu'ils ont le droit de parler tout au long en anglais? Ah, ça c'est une bonne question. De parler tout au long en anglais. Alors, les 5 premières minutes, ils peuvent, mais ce n'est pas une obligation. Et sur les temps d'après, je ne sais pas. Alors là, peut-être qu'il faut retourner. Non, je pense qu'il faut retourner au texte. Alors, si ce n'est pas précisé, c'est que c'est possible. La possibilité est ouverte. Si c'est précisé, parce qu'il y a une précision hein, pour le cas des langues. Là, il faudrait le texte officiel pour pouvoir répondre. Mais c'est vrai qu'on peut penser que le parcours d'orientation, ce serait plutôt en français, mais ça peut aussi se faire en langue étrangère, tout à fait. Après, il faut voir si le texte l'autorise. D'accord. OK. Merci. Merci.
Bonjour. Oui. Je voudrais poser une question sur le sujet. On vous entend pas très bien. Dans le domaine mieux. Je n'ai pas du tout entendu la question. Est-ce que vous pouvez la reproposer? Si un élève a choisi une spécialité dans le domaine scientifique et l'autre dans le domaine, il est possible de trouver comme spécialité de sujets différents pour chaque spécialité ou de choisir une spécialité. Alors, je suis désolée, c'est très très coupé. Je pense que votre question, mais peut-être que je me trompe, c'est de savoir si un élève a une spécialité scientifique et une spécialité plutôt dans les humanités. En fait, tout est possible à partir du moment où les deux spécialités sont convoquées à un moment donné dans une ou deux questions. Donc, on peut imaginer un élève qui va faire une question sur sa spécialité scientifique et une question sur sa spécialité humanité, mais il peut faire les deux questions en interdisciplinaire ou il peut faire une question en interdisciplinaire et une question en monodisciplinaire, soit sur la spécialité scientifique, soit sur la spécialité humanité. En fait, tout est possible à partir du moment où les deux spécialités sont forcément impliquées à un moment ou à un autre. Est-ce que c'était votre question? Oui. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis également une enseignante d'anglais et je rebondis par rapport à la question de la collègue de tout à l'heure sur s'agissant de la présentation partielle ou totale en anglais. Ma question relève plutôt de la partie du jury. Alors, est-ce qu'il peut répondre, en tout cas le professeur d'anglais de spécialité LLCE, est-ce qu'il peut poser une question en anglais ou animer le débat partiellement en anglais? Et la deuxième partie de ma question relève du support. Est-ce que le candidat, le jour de l'épreuve, sera pourvu d'un support, je ne sais pas, PowerPoint ou autre, pour étoffer sa présentation? Merci. Alors, du coup, je vais sur mon navigateur Internet préféré pour chercher la question là faudrait vraiment relire là le texte officiel sur l'histoire des langues. Donc, il faut relire les textes. Je n'ai pas vu, à mon souvenir, d'informations sur la langue dans laquelle s'exprime le jury. Donc, il me paraîtrait cohérent qu'un professeur de langue puisse poser des questions dans la langue étudiée. Voilà, je n'ai pas vu de choses là-dessus, mais peut-être qu'on aura des précisions sur ces éléments-là, mais en tout cas, ça ne me paraît pas inintéressant. Pour la deuxième partie de la question sur le support, ça c'est très clair, hein, c'est un oral qui est complètement sans support, donc il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de notes, il n'y a absolument rien. Le candidat est sans support et sans notes. Merci beaucoup. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis Rani, je suis un élève en terminale. Donc, ma question en tant qu'élève, c'est est-ce que vous pourrez nous communiquer la grille de correction du jury? Et aussi, est-ce qu'en tant qu'élève, je dois me présenter au grand oral avec un style vestimentaire formel ou c'est pas vraiment un truc obligé, quoi? Alors, deux très bonnes questions. Alors, pour la première, qui est la grille de correction. En fait, il n'y a pas de grille de correction. Il y a dans le texte officiel ce qu'on a appelé une grille d'évaluation indicative. Donc, dans le cahier du grand oral, c'est la fiche qui est présentée sur la fiche 2, où du coup, vous avez ici les compétences qui sont évaluées et vous avez des descripteurs pour 4 niveaux de maîtrise. Voilà, donc merci pour l'affichage. Donc ici, dans ce qui est la première colonne à gauche, hein, ce qui est jaune, c'est ce qui est considéré comme insuffisant, ce qui est rose, ensuite ce qui est suffisant. Ensuite, vous avez le vert pour le satisfaisant et le rouge pour le très satisfaisant. Et vous avez, donc ce qui est évalué, c'est la qualité orale de l'épreuve,
la qualité de la prise de parole en continu. Donc ça, c'est vraiment sur les 5 premières minutes. La qualité des connaissances. Donc là, j'insiste à nouveau sur la qualité de la construction de l'argumentation, mais aussi la maîtrise des connaissances. Et donc là, ça rappelle l'utilisation des outils dont on a parlé tout à l'heure, l'outil de construction du lexique et préparation des questions. La qualité de l'interaction, c'est la manière dont l'élève va être en capacité d'écouter et d'entendre ce que lui dit le jury et de répondre de manière adaptée. Et encore une fois, plus on aura préparé, plus on aura anticipé, plus on se sera entraîné et plus facile ce sera le jour J. Et le dernier point, c'est la qualité et la construction de l'argumentation. Et donc, il y a plusieurs endroits où on demande aux élèves, bon, bien sûr, de construire l'argumentation, mais aussi d'être capable de raconter comment ils ont construit l'argumentation. Voilà. Donc là, vous avez les principales les principaux éléments sur l'évaluation. Alors, je ne sais pas du tout comment sera fait la notation, mais vous voyez que finalement, on a 5 critères qui sont déclinés selon 4 niveaux. Si on fait 5 x 4, ça fait 20. Bon, on peut facilement passer de cette grille à une note sur 20. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, ce n'est pas très compliqué à faire. Alors maintenant, sur la tenue, donc là, ça me permet de parler d'un autre petit outil qui est un peu un outil amusant, qui est l'outil de la fin, qui est celui qui est à la fiche 39. C'est la checklist, la veille de l'épreuve. Voilà. Alors la veille de l'épreuve, c'est pour vraiment être sûr qu'on n'a rien oublié, qu'on sait bien quelle est la date, l'heure. Et puis voilà, on va ici proposer aux élèves de cocher est-ce qu'ils ont fait ci, est-ce qu'ils ont fait ça. Et parmi ces questions, il y a ces éléments, il y a j'ai préparé une tenue propre, adaptée et dans laquelle je me sens à l'aise. Je crois que il faut évidemment se présenter à cette épreuve en tenue correcte. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire correct? Bon, on a eu beaucoup de débats ces derniers temps sur l'habillement en classe. C'est vrai que... bon, je ne voudrais pas dire de bêtises, alors je ne sais pas trop comment formuler mes phrases, mais je crois que c'est au bon sens de chacun de juger si la tenue va être pertinente ou pas. En tout cas, ce qui va être important, c'est d'être quand même à l'aise dans cette tenue et en aucun cas d'avoir quelque chose de complètement rigide. On n'attend absolument pas qu'on se présente en costume ou en tailleur, hein, pas du tout, du tout. Mais par contre, en tenue, voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est important de sentir que le candidat a réfléchi à sa tenue, a fait un petit effort parce que ça fait partie de l'implication dans la préparation de cette épreuve. Mais il est très important d'être à l'aise et en aucun cas d'être dans des vêtements dans lesquels on se sent vraiment très mal à l'aise et qui font que ce jour-là, on ne se sentira pas bien. Voilà, donc je crois que chacun est assez mature pour pouvoir identifier la tenue qui sera adéquate ce jour-là. Merci beaucoup. Oui, mais il y a l'expression du visage et il y a le sourire aussi dont vous avez parlé, qui est noté dans le cahier. Tout à fait. C'est une partie importante. Mais vous vous rendez compte, on va affronter un écueil ici. Eh bien, si on arrive au grand oral et le Covid-19 sévit toujours, eh bien, le visage va être caché par un masque. Oh, alors écoutez, je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire quelles seront les conditions sanitaires de cette épreuve. On peut imaginer, mais là, voilà, là, ce seront les protocoles sanitaires qui nous diront, hein, mais on peut imaginer que si on est dans des salles assez grandes et assez aérées, on pourrait imaginer que les membres du jury portent un masque, mais peut-être que le candidat n'en porte pas. Mais encore une fois, de toute façon, là, c'est les autorités sanitaires hein, qui… Mais vous avez raison, évidemment. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Si on a pris la spécialité de maths et la spécialité de chimie physique, est-ce qu'on peut choisir les deux questions sur la spécialité physique-chimie? Non. Non. En fait, il faut que les deux spécialités soient à un moment ou à un autre utilisées dans une des deux questions. Et la spécialité mathématique peut être utilisée seule ou bien utilisée à deux. Donc, dans ce que vous me dites, j'entends que vous
auriez préféré 2 questions de physique-chimie, dans ces cas-là, vous pouvez avoir une question purement de physique-chimie et une autre qui soit à la fois de physique-chimie et de mathématiques. Ça, c'est possible. Mais par contre, que les mathématiques ne soient pas présentes dans aucune des 2 questions, ça, c'est pas possible. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il reste des questions? Julie, peut-être? Pardon, je vois que le prénom qui s'affiche. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais intervenir tout à l'heure sur les langues vivantes. Effectivement, j'ai mis dans la conversation un extrait du BO. Donc effectivement, ce qu'ils disent, ce qui m'intrigue, c'est ce qui est écrit. Si la question traitée concerne l'enseignement de spécialités langue, littérature et culture étrangère et régionale, chacun des 2 premiers temps de l'épreuve orale terminale peut se dérouler en partie dans la langue vivante concernée par l'enseignement de spécialités selon le choix du candidat. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire 5 premières minutes totalement en langue étrangère. Alors, si, en fait, je pense que si. Ce que moi j'entends, alors par contre, ce que j'entends, c'est que le temps numéro 3 ne peut pas être dans la langue vivante concernée. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, c'est plutôt du côté des membres du jury, parce qu'en fait, dans les membres du jury, il doit y avoir une diversité de spécialités représentées. Et donc, par exemple, moi, je pourrais poser des questions en anglais, mais en même temps, je le ferais beaucoup moins bien que le professeur d'anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, le professeur de la langue concernée pourra poser ses questions en anglais, l'autre professeur pourra poser des questions en français, et puis après, l'élève choisit s'il répond en français ou en anglais à l'un ou l'autre. C'est ça qui est dit, en fait. Ce qui m'a intriguée, c'est que vous disiez tout à l'heure que en fait, les 5 premières minutes peuvent se dérouler, par exemple, en anglais, et que par contre, mais quand on relit le texte, l'aparté en partie exclut ce que vous disiez. Non, non. Non, je ne suis pas d'accord parce que le en partie, il porte sur les 2 premiers temps. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est que le en partie porte principalement sur le temps 2, c'est-à-dire le temps d'interaction avec le jury. Mais le temps 1, il n'est pas dit, vous voyez, c'est-à-dire que le en partie, il concerne à la fois le temps 1 et le temps 2. Donc, le temps 1 pourrait être dans la langue concernée et le temps 2, moitié-moitié. Et puis, on peut très bien imaginer que dans le temps 1, dans son oral de 5 minutes, l'élève choisit de faire l'introduction en français, puis une petite partie en anglais, puis du français, ça c'est possible. Mais s'il souhaite, j'ai pris l'anglais, mais en fait, pardon, ça pourrait être n'importe quelle langue, mais s'il souhaite faire l'ensemble de ces 5 minutes dans la langue, c'est possible. Si, c'est possible. En fait, tel que le texte est écrit, c'est possible. D'accord. Très bien, merci. Oui, bonjour. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Oui. Bonjour. Bonjour, Isabelle Amaya, j'enseigne l'anglais à la LCER anglais. Et donc, je vais intervenir parce que c'est exactement ce qu'on nous a dit. La première partie, 5 minutes peut être en anglais et ensuite l'élève choisira s'il veut ou pas répondre aux questions en anglais. Mais ce qui m'interpelle, c'est que dans la mesure où ce n'est pas une épreuve de langue, les capacités linguistiques de l'élève ne vont pas rentrer en compte. Donc, est-ce qu'il y a réellement un intérêt à demander aux élèves qui auraient moins de facilité en anglais qu'en français à prendre ce risque? Et j'aimerais bien comprendre les modalités, si moi je peux conseiller à mes élèves de le faire et ce que ça peut leur apporter par rapport à cette je crois qu'il faut prendre la question en regardant la grille indicative d'évaluation. Donc à nouveau, on peut reprendre ce document qui est sur la fiche 2 du cahier. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est que les élèves puissent atteindre un objectif très satisfaisant ici, dans la colonne orange, pour les différentes compétences, quelle que soit la langue utilisée. Alors évidemment, si dans la langue utilisée, le propos n'est pas fluide, l'argumentation n'est pas construite de manière satisfaisante, oui, c'est mettre l'élève en difficulté. Et là, peut-être que ce qui pourrait être intéressant pour ces élèves-là, c'est de faire une partie en français et une partie dans la langue concernée.
ce qu'il va falloir, c'est que l'élève qui choisit de le faire dans la langue concernée soit un élève qui soit capable d'atteindre un niveau très satisfaisant pour l'ensemble des compétences. Donc, voilà, si l'élève ne l'est pas, peut-être que quelque chose de combiné peut être intéressant. Très bien, merci. Alors, il reste encore, on va prendre les dernières questions, je pense. Madame Audrey Hauss. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'ai juste une petite question, je reviens sur quelque chose que j'ai entendu en tout début de présentation, le choix du sujet de la question. Est-ce qu'il peut porter sur le programme également de spécialité de première? Parce que j'avais compris que c'était que sur l'année terminale. Non, non, c'est sur l'année de première et terminale. En fait, c'est ce qu'ils appellent dans les textes le cycle terminal. Donc, dans les textes, c'est dit que ça porte sur les... Voilà. Et donc, du coup, c'est première et terminale. Ok, donc c'est pas juste la partie... Je pensais que dans la partie dialoguée, effectivement, dans les questions, ils pouvaient aller chercher, leur demander de creuser, de rappeler des connaissances de première. Mais non, s'ils ont envie de faire tourner leurs questions sur le programme de première, ils peuvent. Voilà, vous voyez, je vous relis. Hein, ces questions portent sur les... Donc là, c'est pour l'enseignement général, portent sur les 2 enseignements de spécialité, soit pris isolément, soit abordés de manière transversale. Elles mettent en lumière un des grands enjeux du ou des programmes de ces enseignements. Elles sont adossées à tout ou partie du programme du cycle terminal. Et le cycle terminal, c'est première et terminale. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Monsieur Passap Sedine, est-ce que vous avez une question? Vous avez déjà posé votre question, pardon. Oui, tout à fait, j'ai déjà posé ma question. Ah, pardon, oui, pardon, excusez-moi, madame. C'est Madame Passap. Excusez-moi. Madame Passap, c'est dit. Je vous en prie. Et donc, il nous reste... Et Madame Audrey Hauss, je crois que vous avez posé votre question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, apparemment, je ne vois pas d'autres questions. Donc, il nous reste à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire, à cette présentation du cahier de grand oral, d'avoir été si nombreux avec toutes ces questions. Si certains veulent des spécimens, vous pouvez bien sûr vous adresser à votre délégué pédagogique. Et sinon, vous pouvez en demander. Je vais vous mettre l'adresse à laquelle vous pouvez demander un. Alors, si je trouve, voilà, vous pouvez demander un spécimen. Donc, ce sera contact @bordas.tm.fr. Voilà. Donc, si vous avez besoin de spécimens, c'est l'adresse contact @bordas.tm.fr. Merci beaucoup à tous. Et puis, alors j'ai une question. Est-ce que le cahier est uniquement en version papier? Oui, il est uniquement en version papier pour l'instant. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous, merci à Bordas pour l'organisation et puis beaucoup de courage pour préparer avec vos élèves cette épreuve qui vraiment peut être une belle épreuve et une préparation très riche pour tous nos élèves. Donc, prenez du plaisir dans ce nouveau challenge.